Vous savez, ce que nous voyons avec l'administration Trump à l'égard de l'Amérique latine, c'est simplement le retrait du masque sur des décennies et des décennies de politique américaine. Les démocrates interviennent eux aussi dans les élections, mais ils le font discrètement, ou ils essayent de gérer le résultat si cela ne fonctionne pas, par le biais d'ONG et de divers militants que l'USAID et le NED contrôlent. Trump est intervenu ouvertement, enfin, je ne devrais pas dire intervenu, il est plutôt interféré dans la récente élection au Honduras. Le Parti libre, qui est en quelque sorte un parti social-démocrate, a remporté la victoire et mis fin au régime issu du coup d'État de 2009, soutenu par les États-Unis. Ce régime s'est retrouvé avec le dirigeant le plus corrompu, Juan Orlando Hernández, aujourd'hui condamné à 45 ans de prison pour avoir dirigé un complot visant à expédier plus de 400 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Ces campagnes électorales ont été financées par le cartel de Los Cachiros et par Chapo Guzman, le chef du cartel de Sinaloa. Et la victoire fut celle de l'épouse du président initialement déposé lors du coup d'État, Manuel Zelaya. Le Parti libre a été lourdement battu, selon les résultats officiels. Au fait, j'ai acheté ce chapeau pendant que j'étais à Tegucigalpa la semaine dernière. Il est inscrit dessus « Fuera OH ». Il y a eu un soulèvement populaire contre Juan Orlando Hernández, exigeant sa destitution pour avoir volé l'élection de 2017, et il l'a bel et bien volé. Donc je le porte un peu comme Michael Rapaport. Yo, c'est ton gars Michael Rapaport, en direct de Zog. Bref, Joe, c'est Juan Orlando Hernández. SM, ton visuel reste assez déformé pour pas s'appeler ça. Il y a quelque chose dans le fait d'être proche de Bétard qui pourrit ton âme et finit par se voir sur ton visage. À la manière de Dorian Gray. Oui, la zone Dorian Gray. Mais oui, Juan Orlando Hernández était extrêmement impopulaire et il avait volé l'élection de 2017 à Salvador Nasrallah, qui est en quelque sorte un juge de concours de beauté et un commentateur sportif populaire représentant le centre droit. Ensuite, il y avait un candidat de droite et il y avait Rixi Moncada, qui était censé hériter du flambeau du Parti libre. Et Donald Trump est intervenu en faveur du candidat d'extrême droite du Parti national de Juan Orlando Hernández et a gracié Juan Orlando Hernández. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé lors de cette élection au Honduras. Pourquoi le Parti libre, qui conteste aujourd'hui cette élection, a-t-il en réalité perdu? L'élection a-t-elle été volée à Nasrallah? Et quel a été le véritable effet de l'ingérence de Donald Trump? Oui, eh bien, je veux dire que ce n'est pas seulement Libre maintenant qui affirme que cette élection est manipulée et qu'il y a fraude, qu'elle est en gros en train d'être volée. 2 des 3 candidats le disent. Il s'agit de Salvador Nasrallah, le candidat du Parti libéral, comme vous l'avez mentionné, à qui on a déjà volé une élection en 2017, lorsque le Consejo Nacional Electoral, le Conseil électoral national, s'est pratiquement arrêté. Le site est resté hors ligne pendant plusieurs heures. Lorsqu'il a finalement été rétabli, tout à coup, Juan Orlando Hernández, ce candidat très douteux, un peu du type narco, qui jusqu'à il y a 2 jours purgeait une peine de 45 ans dans une prison américaine, est apparu victorieux, comme par miracle, après cette panne de plusieurs heures. Exactement la même chose se produit maintenant. Nasrallah, le candidat du Parti libéral, est de nouveau en tête au moment où le site du CNE tombe mystérieusement en panne. Puis au cours des derniers jours, le site revient en ligne et tout à coup, Tito Asfura, Papi à la Orden comme on l'appelle, repasse mystérieusement en tête. C'est donc un peu le même scénario. C'est presque exactement la même histoire qu'ils ont déjà vécue il y a 8 ans.
Les accusations les plus récentes du Parti libre affirment qu'environ 87% des procès-verbaux de vote soumis présentent une forme d'incohérence et pourraient avoir été modifiés ou falsifiés au cours du processus. Ils disent qu'un grand nombre de ces procès-verbaux ont été transmis et envoyés à la station centrale nationale, où les membres du CNE, largement dominés par le Parti national, les ont traités. Son plus haut responsable est membre du Parti national. Ils affirment que ces feuilles de dépouillement sont restées 2 jours avant même d'être comptées et que le Parti national aurait pu les manipuler, les falsifier ou autrement altérer ces bulletins. Ils ne savent donc pas ce qui se passe. Même le conseiller du Parti libre au Conseil électoral national, Marlon Ochoa, a déclaré qu'il décrit cela comme une campagne délibérée visant à saboter non seulement le CNE, mais aussi, selon lui, impliquant les 2 entreprises nationales de télécommunications, Tigo et Claro, qui sont essentiellement responsables du service de téléphonie mobile dans une grande partie de l'Amérique centrale. Il dit qu'il subissait des coupures de courant, qu'il y avait des pannes de satellites et que tout cela, selon lui, indiquait une campagne délibérée visant à voler leur élection. Maintenant, la preuve exacte qu'il possède n'est pas totalement claire. Le Parti libre n'a pas vraiment fait un bon travail, je dirais, pour communiquer sur ce qui se passe. Personne ne l'a vraiment fait, à vrai dire, sur ce qui se passe réellement, puis pour fournir les preuves à l'appui. On se retrouve donc essentiellement avec une série de revendications concurrentes à la présidence qui émergent, tout le monde sauf le candidat soutenu par les États-Unis, rejetant les résultats et affirmant que ce n'est pas le véritable résultat, que tout a été manipulé. Libre, bien sûr, a déclaré que tout avait été manipulé dès le départ. Dès que Trump est intervenu et a mis son doigt sur la balance en faveur du candidat du Parti national, en libérant ce corrompu, ce qu'on appelait, tu sais, le narco-dictateur du Honduras, et Juan Orlando Hernández, dont tu portais la casquette, ce n'était pas rare, je dirais, quand j'ai couvert les élections honduriennes de 2021. C'était le thème dominant. Et je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle Libre a remporté une victoire aussi nette. Ils étaient le nouveau parti, non entaché, perçu comme n'étant pas complice de la corruption qui durait depuis des décennies, ni de la collusion avec les trafiquants de drogue qui avaient si profondément infecté le reste de la politique hondurienne. Je pense que, tu sais, en regardant maintenant, je dirais qu'il n'est pas évident pour moi que Libre était aussi populaire cette fois-ci. Je ne suis pas sûr que, même si nous avions pu voir les vrais résultats, il serait sorti vainqueur. Le genre de campagne de propagande, la propagande anti-libre, a été assez sérieuse, très fortement soutenue par la mafia de Miami, les Maria Elvira Salazar de ce monde. Et ce type d'ingérence a été plutôt efficace pour monter la population générale contre Libre, en la convainquant que ce nouveau gouvernement social-démocrate allait immédiatement suivre le modèle du Venezuela et commencer à exproprier toutes les propriétés privées. Bien sûr, ça ne s'est pas produit. En réalité, ce que nous avons observé au Honduras, c'est une baisse du taux d'homicide, une diminution de la criminalité violente et une légère hausse de la croissance du PIB. Mais certaines personnes avaient le sentiment que les choses étaient simplement meilleures avant, ce qui est, vous savez, assez courant partout dans le monde, que les choses étaient meilleures avant le Covid. Et cela a eu un grand impact, je pense. Et puis, vous savez, le lien avec le Venezuela. Ce n'est pas comme s'ils cherchaient à s'inspirer du Venezuela d'une quelconque manière sur le plan économique ou autre. Le lien qui existe là vient en réalité du fait qu'après le coup d'État de 2009, qui a renversé Manuel Zelaya, le mari de l'actuelle présidente, Xiomara Castro, les seuls à leur être venus en aide ont été les Vénézuéliens, les Cubains et les Nicaraguayens.
Exactement. Les seules personnes qui avaient encore, vous savez, une sorte de gouvernement de gauche au pouvoir, ce sont les seuls qui sont restés à leur côté. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'essayer d'imiter le modèle vénézuélien. C'est plutôt que vous étiez derrière nous quand nous avons traversé ce coup d'État électoral. Nous n'allons pas abandonner nos amis, les rares qui nous ont soutenus. Je pense que c'est une explication plus juste. Il faut se rappeler qu'avant le coup d'État, Manuel Zelaya était plutôt centriste. Il était davantage un libéral. Il ne gouvernait pas vraiment selon une perspective de gauche. Ce qui a changé, c'est que les États-Unis ont essayé, il a tenté une forme modeste de nationalisme qui pouvait entrer légèrement en conflit avec les objectifs américains dans la région. Et cela a suffi à faire basculer la situation et à dire « il faut sortir ce type d'ici ». On l'a arraché de chez lui, tôt le matin, en sous-vêtements et emmené de force. Après cet épisode, je pense que cela l'a poussé vers la gauche. Cela l'a rapproché des seules personnes qui l'ont soutenu. Il en va de même pour tous les partisans du Parti libre. Tout cela pour dire qu'il existe une explication possible au fait que certaines personnes aient décidé, plus ou moins naturellement, de ne pas voter pour Libre. Mais je ne pense pas que ça suffise à expliquer qu'elles aient toutes voté pour le Parti national. Je considère ces résultats avec beaucoup de scepticisme. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence que, encore une fois, comme en 2017, Salvador Nasrallah était en tête, puis, tout à coup, le site du CNE tombe en panne et le candidat du Parti national se retrouve gagnant. Eh bien, le programme de l'administration Trump était très clair. Il s'agissait de ramener le Honduras dans le giron des États-Unis. C'est le site de la plus grande base militaire américaine d'Amérique latine. Je crois qu'elle s'appelle Palmarola. Je l'ai visitée, ou du moins je suis allé à l'extérieur, jusqu'au périmètre. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, chercher Palmarola, et vous trouverez ma vidéo explicative de 20 minutes tournée à l'extérieur de cette base. Elle est immense. Et le Honduras, c'est là que se trouve désormais le principal aéroport national. En gros, tout le trafic international entrant ou sortant du pays passe par là. L'aéroport est plein de soldats américains chaque fois qu'on y passe. Désolé, continue. Oui, et je veux dire, l'aéroport hondurien était rempli de soldats pendant que j'y étais, ainsi que de missionnaires évangéliques venus répandre leur évangélisme sioniste chrétien et pentecôtiste, fortement politisé. Le même type de courants théologiques qui ont été introduits au Guatemala par la CIA et le dictateur soutenu par Israël, Efraín Ríos Montt, dans les années 1980. Ce type de christianisme, comme le nationalisme chrétien très pro-américain, pro-israélien, était représenté par Juan Orlando Hernández, qui brandissait le drapeau israélien. Je pense qu'il a même effectué plusieurs voyages en Israël. Il menait beaucoup de coopération en matière de renseignement et de défense avec Israël. Le Honduras est la République bananière originelle. C'est aussi un territoire extrêmement vaste, avec de multiples frontières et 2 côtes. C'est une carte stratégique vraiment importante pour les États-Unis à conserver. Ils ont donc tout mis en œuvre pour s'assurer qu'Asfoura remporte cette élection. Et pour y parvenir, Juan Orlando Hernández a été gracié afin de redorer l'image du Parti national du Honduras, terni par lui et par ses actes. Nous avons d'ailleurs sur notre site des rapports essentiels. L'une des rares analyses en anglais réalisées par Anya Parampil et Alex Rubinstein sur l'acte d'accusation de Juan Orlando Hernández, supervisé, soit dit en passant, par Émile Bove, l'un des plus grands apparatchiks juridiques de Trump au sein du ministère de la Justice, qui travaillait alors pour le DOJ de Trump. Il a depuis été nommé juge fédéral. Ils ont travaillé pendant des années sur cet acte d'accusation. Ils ont d'abord arrêté le frère de Juan Orlando, Tony Hernandez.
Dans l'acte d'accusation, on peut voir d'énormes blocs de cocaïne portant les lettres TH, les initiales de Tony Hernandez. Ils l'ont arrêté en 2018, à l'époque où c'était le ministère de la Justice de Trump. Oui, c'était Tony Hernandez. Toute cette histoire, le soi-disant effort de lawfare de Biden pour prendre le contrôle, pour se débarrasser de Juan Orlando Hernandez, la première arrestation a en réalité eu lieu sous l'administration Trump. La première administration Trump. Ils savaient depuis le début que tout allait s'effondrer. Et cela a été établi par l'acte d'accusation. Si on lit entre les lignes, ou même simplement le texte explicite, ils savaient depuis le début que cela se produisait. La DEA surveillait les cargaisons de cocaïne entrant aux États-Unis, mais elle gardait Juan Orlando Hernandez à ses côtés, l'accueillait au siège de la DEA. Il a rencontré le chef du Southcom de l'époque, John Kelly. En fait, après l'emprisonnement de Tony Hernandez, il a été accueilli à Washington, a fait son jogging sur le National Mall et a eu des réunions avec des responsables de l'administration Trump. Franchement, c'est étrange. C'est la même chose qu'ils ont faite avec Manuel Noriega au Panama. Lors de son procès, il a présenté des preuves qui avaient été dissimulées, montrant qu'il avait reçu pour instruction de la CIA de laisser passer des cargaisons d'armes illégales à travers le Panama pour approvisionner les contras et d'autres forces soutenues par la CIA, et de la DEA de laisser passer des cargaisons de drogue sans inspection dans les aéroports panaméens. C'était leur homme. Et comme l'a dit Kissinger, il peut être dangereux de s'opposer aux États-Unis, mais être un allié des États-Unis peut être fatal. Ainsi, Juan Orlando Hernandez a été emprisonné pendant 45 ans, puis simplement libéré par Trump, alors qu'il mène une fausse guerre contre la drogue au Venezuela. Le Wall Street Journal a publié aujourd'hui un nouvel article qui confirme ce que nous savions déjà. La grâce accordée à Juan Orlando Hernandez relevait d'un pur copinage, orchestré par les magnats de la tech et les oligarques corrompus gravitant autour de Trump. Les lobbyistes en première ligne étaient Matt Gaetz, l'ancien député de Floride. Un homme de Floride qui devait devenir procureur général, mais dont la carrière a été ruinée par un scandale de chantage sexuel, et Roger Stone, un individu soi-disant irréprochable, lié au projet Prospera sur l'île de Roatan. Ce projet vise à créer une sorte de zone souveraine, indépendante du droit hondurien, pour permettre aux seigneurs de la tech en IA d'en tirer profit. En somme, un paradis libertarien et une dystopie populaire. Et le Wall Street Journal est explicite quant au rôle de ces forces dans la grâce accordée à Juan Orlando Hernandez. Ce qui signifie que Tito Asfura, eh bien s'il devient président, on peut s'attendre à ce qu'il remette ce projet technolibertarien sur les rails. L'une des personnes ayant contribué à faire pression pour la grâce de Juan Orlando était Kelsey Warren, un milliardaire texan de l'énergie et grand donateur de Trump. Propriétaire d'une entreprise de services publics au Honduras et impliqué dans une série de projets énergétiques et d'infrastructures. Hernandez lui a remis en 2016 un certificat de remerciement encadré pour ses investissements au Honduras. Puis, après l'entrée en fonction de Xiomara Castro, les projets liés à des alliés et donateurs de Trump, ainsi qu'à des investisseurs de la Silicon Valley, ont été annulés ou soumis à des audits. Cela comprenait la société de services publics de Warren sur l'île touristique de Roatan, qui a fait l'objet d'un examen par le gouvernement de Xiomara Castro, ainsi que Prospera, une ville libertarienne en démarrage soutenue par des investisseurs de la Silicon Valley, dont Peter Thiel, qui soutient la carrière de J.D. Vance, et Mark Andreessen, un important partisan de Trump et cofondateur d'Andreessen Horowitz. Ce sont eux qui ont fourni les fonds, au nom d'Israël, pour prendre le contrôle de TikTok, qui interdit désormais le contenu anti-guerre.
Juan Orlando Hernández a créé des zones spéciales, appelées ZEDES, où les investisseurs pouvaient établir leurs propres règles fiscales, du travail et de régulation sous des garanties juridiques à long terme. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Oui, des soutiens étrangers ont adopté l'idée, présentant Prospera comme un Hong Kong des Caraïbes. Après l'arrivée au pouvoir de Castro et l'abrogation du cadre des aides, ses promoteurs ont engagé des lobbyistes à Washington pour poursuivre une demande d'arbitrage de 11 milliards de dollars contre le Honduras, soit environ les 2/3 du budget annuel du pays. Le Honduras faisait donc face à un blitzkrieg juridique, une sorte de sanction totale de son économie, menée par des lobbyistes véreux de Washington, qui considèrent essentiellement le pays comme une république bananière à exploiter pour leur propre profit. Une république bananière high-tech. Oui, et ils essaient de les exploiter pour combien déjà? 10 milliards de dollars, t'as dit? 11 milliards. 11 milliards. Oui, c'est tout simplement une somme astronomique pour un petit pays du tiers-monde. Ce sont des chiffres qui n'ont aucun sens pour les gens là-bas, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de classe oligarchique d'élite comme nous. Ils n'ont pas des Elon Musk avec des centaines de milliards de dollars disséminés partout dans le monde. Une richesse inimaginable qui pourrait faire un bien inimaginable si le peuple du Honduras pouvait l'utiliser pour son propre bénéfice, au lieu d'enrichir les donateurs de Trump à travers des procès futiles. Mais cela ne semble malheureusement pas être à l'ordre du jour pour le moment. Nous verrons bien. Je suis toutefois très inquiet, car cette élection va essentiellement être qualifiée de frauduleuse, et les Honduriens n'auront vraiment rien à faire pour y remédier. Nous n'avons vu aucune intervention, disons, de l'OEA, qui s'était pourtant montré si préoccupé en 2019 après l'élection en Bolivie, lorsque Evo Morales aurait été battu. Et il n'a jamais été clair que cela se soit réellement produit. Ils ont affirmé que, parce que les bulletins des électeurs ruraux mettaient plus de temps à parvenir au centre de dépouillement, cela indiquait nécessairement un coup d'État. Parce que, vous savez, les votes en faveur de Morales mettaient plus de temps à arriver. Et c'était une explication tout à fait raisonnable de la raison pour laquelle cela se serait produit. Cela n'a pas empêché l'OEA d'affirmer ouvertement que le parti MAS en Bolivie avait volé l'élection, ce qui a essentiellement permis un coup d'État violent ayant conduit à des massacres de dizaines de personnes autochtones à travers le pays. Nous n'avons pas vu ce genre d'énergie de la part de l'OEA cette fois-ci au Honduras. Pas très surprenant. Ils sont en gros un instrument de Washington. C'est ainsi qu'ils étaient décrits par Castro, il y a environ 70 ans, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Oui, donc la situation au Honduras semble plutôt incertaine en ce moment. Situation sombre. Une autre personne impliquée dans la grâce de Juan Orlando Hernández était également liée à la campagne d'ingérence électorale. Carlos Trujillo, l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OEA, qui avait également été lobbyiste pour l'organisation. Prospera, la dystopie technolibertarienne, pour « oui, les liens sont vraiment flagrants pour quiconque prend la peine de regarder ». Mais cela, tu sais, s'inscrit aussi dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale, dans la mesure où nous abandonnons plus ou moins toute idée selon laquelle nous irions répandre la démocratie. Désormais, c'est du pur réalisme. La loi de la jungle, les règles de la mafia. Le plus fort dans la pièce peut prendre autant de trésors qu'il le souhaite. Et l'adoption explicite, je crois bien, explicite, une fois encore, de la doctrine Monroe, à laquelle nous avons désormais ajouté, selon notre proposition, un corollaire Trump qui autorise en gros une intervention directe dans tout pays jugé ne pas servir les intérêts des États-Unis.
Oui, et ils ne cachent pas quels sont les intérêts en jeu. Ce sont les intérêts des 0,1% qui entourent Trump. Les mêmes personnes qui ont des intérêts au Honduras s'intéressent aussi au Venezuela. L'article que nous avons fait sur le coup d'État de mercenaires de l'opération Gideon le montre clairement. Ce sont ces mêmes figures qui soutenaient au départ Jordan Goudreau. Ils voulaient simplement obtenir des contrats au Venezuela, mais il fallait d'abord écarter Maduro. Ce que nous voyons donc, c'est ce genre de mascarade d'opération en train d'être institutionnalisé à travers l'opération soi-disant Southern Spear.